La laissée en plan le jour de son mariage, le millionnaire lui murmura « Fais semblant que je suis le marié ». Le silence dans l'église n'était pas sacré, il était toxique, lourd, suffocant. Cela faisait 45 minutes que la marche nuptiale aurait dû résonner, mais l'orgue restait muet et l'autel vide. Valérie se tenait devant 300 invités, les mains serrées sur son bouquet de roses blanches, avec tant de force que les tiges commençaient à se briser sous la pression de ses doigts tremblants. Une sueur froide coulait dans son dos sous la dentelle bon marché, mais magnifique, que sa grand-mère avait cousue à la main pendant des mois, sacrifiant ses heures de sommeil pour que sa petite fille ressemble à une princesse. Mais à cet instant, Valérie ne se sentait pas comme une princesse. Elle se sentait comme un animal de cirque exposé à la risée publique. Un murmure parcourut les bancs de bois, comme un essaim de guêpes furieuses. Les tantes d'Étienne, le marié, s'éventaient le visage avec des gestes exagérés d'impatience, tandis que ses cousines consultaient leur téléphone, probablement pour publier sur les réseaux sociaux le désastre imminent. Mais le pire n'était pas les murmures, mais le regard qui venait du premier rang. Madame Bernadette, la mère d'Étienne, était assise le dos droit, impeccable, dans une robe de créateur couleur champagne, qui coûtait plus cher que tout le mariage. Elle ne semblait pas préoccupée, elle ne regardait pas l'horloge, elle regardait Valérie, et dans ses yeux sombres et froids, il n'y avait pas de pitié, mais du triomphe. Un sourire presque imperceptible courbait ses lèvres peintes en rouge sang. Elle savait quelque chose que Valérie ignorait. « Où est-il » murmura Valérie d'une voix brisée en se tournant vers son père. Un homme humble et travailleur qui se tordait les mains de honte. « Il ne répond pas au téléphone, ma fille. Personne ne sait rien. » À cet instant, les portes latérales de la sacristie s'ouvrirent en grand. Ce ne fut pas Étienne qui entra, mais son témoin, un homme petit et nerveux nommé Rémi, qui évitait de regarder quiconque dans les yeux. Il marcha rapidement, presque en courant, ignorant le prêtre et se dirigeant directement vers Valérie. Le bruit de ses chaussures résonna comme des coups de feu dans la quiétude du temple. Arrivé devant elle, il ne lui donna ni une accolade, ni une explication. Il lui tendit un papier froissé, une simple feuille de cahier arrachée à la hâte. « Je suis désolé, Valérie », dit Rémi à voix basse avant de faire demi-tour et de s'enfuir presque en courant, comme si l'hôtel était en flammes. Le cœur de Valérie s'arrêta. Ses mains lâchèrent le bouquet qui tomba au sol avec un bruit sourd, éparpillant des pétales blancs sur le tapis rouge. Avec des doigts engourdis, elle déplia la note. L'écriture d'Étienne était inimitable, mais les mots semblaient écrits par un étranger, par un monstre. « Je ne peux pas faire ça. Ma mère a raison. Je ne peux pas épouser une crève-la-faim et ruiner mon avenir. Ce monde n'est pas pour toi, Valérie. Trouve quelqu'un de ta classe. Ne me cherche pas. » L'air quitta ses poumons. La douleur ne fut pas aiguë. Ce fut un vide immense, comme si le sol s'était ouvert pour l'engloutir. « Crève la faim ». Ces mots résonnèrent dans sa tête avec la voix de Madame Bernadette. Étienne n'avait jamais parlé ainsi. Étienne lui avait promis l'amour éternel sous la pluie. Il lui avait juré que l'argent n'importait pas, qu'ensemble ils construiraient quelque chose de grand. Tout n'avait été qu'un mensonge cruel et élaboré. Un sanglot s'échappa de sa gorge. Un son agonisant qui rompit le protocole et la dignité du moment. Valérie porta les deux mains à sa bouche, tentant de contenir le cri de désespoir qui menaçait de la déchirer. Les larmes jaillirent d'un coup, chaudes et humiliantes, brouillant sa vision. Elle entendit un rire sec. Levant les yeux, elle vit Madame Bernadette se lever avec élégance, lissant sa jupe. « Eh bien, le spectacle est terminé », annonça Bernadette d'une voix puissante, se tournant vers les invités. « Allons-y. Remerciez mon fils d'avoir eu la lucidité de ne pas commettre la pire erreur de sa vie. » L'humiliation était totale. Valérie voulait disparaître, se désintégrer en atomes et cesser d'exister. Elle ferma les yeux, attendant le son des pas des gens l'abandonnant, attendant la solitude absolue. Mais alors le son qu'elle entendit fut différent. Ce n'étaient pas des pas de retraite, c'étaient des pas d'autorité, lourds, fermes, lents, clac-clac, clac-clac, clac-clac. Quelqu'un marchait dans l'allée centrale, non vers la sortie, mais vers l'hôtel. Le rythme était si imposant que les murmures cessèrent d'un coup. Même Madame Bernadette s'arrêta à mi-chemin, la bouche entr'ouverte. Valérie ouvrit les yeux à travers les larmes. Une silhouette haute et sombre se découpait contre la lumière de l'entrée. Un homme portait un costume noir sur mesure qui criait le pouvoir et l'argent, avec une chemise blanche au col ouvert, sans cravate, lui donnant un air de rébellion dangereuse. Ses cheveux châtains foncés étaient coiffés en arrière, et une barbe de 3 jours ombrait une mâchoire carrée et tendue. Alexandre Delacroix, le magnat, l'homme que tout Paris craignait, l'associé majoritaire de l'entreprise où Étienne travaillait comme un simple cadre junior. Personne ne savait pourquoi il était invité. C'était censé être un engagement social ennuyeux pour lui, mais il était là, avançant comme un prédateur sur son territoire. Alexandre ne regarda pas les invités, il ne regarda pas Bernadette, qui pâlit en le voyant,
reculant d'un pas comme si elle avait vu le diable. Ses yeux, d'un bleu électrique et pénétrant, étaient uniquement rivés sur Valérie. Il n'y avait pas de pitié dans son regard. Il y avait de la fureur, une fureur contenue, froide et calculatrice. Il monta les marches de l'autel sans demander permission. Le prêtre recula, intimidé par la pure présence physique de l'homme. Alexandre s'arrêta devant Valérie, envahissant son espace personnel. Il sentait l'eau de Cologne coûteuse, le tabac et le danger. Valérie, paralysée par la peur et la confusion, pouvait à peine respirer. Il la regarda de haut, évaluant les dégâts, voyant les larmes, le maquillage coulé, le tremblement de ses mains. Puis il fit quelque chose d'impensable. Il se pencha lentement vers elle, son visage resta à quelques millimètres du sien. Valérie sentit la chaleur de son souffle dans son oreille, envoyant un frisson le long de sa colonne vertébrale qui n'avait rien à voir avec le froid. La proximité était écrasante, intime, interdite. « Fais semblant que je suis le marié », murmura Alexandre d'une voix rauque et féroce, si basse que seule elle put l'entendre, mais chargée d'une intensité qui la fit frissonner. « Ne pleure pas pour cette ordure. Lève la tête. Si tu sors d'ici en pleurant, ils te détruiront. Si tu m'épouses, tu les détruiras. » Valérie tourna le visage, se retrouvant piégée dans l'immensité de ses yeux bleus. Se marier avec lui maintenant. La folie de la proposition la fit tourner la tête. « Quoi ?» tenta-t-elle d'articuler. « Dis oui » ordonna-t-il. Et ce ne fut pas une requête, ce fut un ordre. Soit tu sors d'ici comme la crève-la-faim abandonnée que cette sorcière veut que tu sois, soit tu sors à mon bras comme la propriétaire de tout ce qu'ils ne pourront jamais avoir. Décide maintenant. Le temps sembla se distordre. Les secondes se sentaient comme des heures sous le regard implacable d'Alexandre. Valérie regarda par-dessus l'épaule du magnat et vit le visage de Madame Bernadette. La matriarche ne souriait plus. Ses yeux étaient exorbités, sa peau tachetée d'un éclat de sueur. La peur sur le visage de la femme qui venait de se moquer d'elle fut le catalyseur. La douleur dans la poitrine de Valérie se transforma en quelque chose de plus dur, de plus froid. Rage. Valérie ravala ses larmes, redressa sa colonne qui, une seconde auparavant, semblait faite de cristal brisé. Elle regarda Alexandre et hocha la tête. Un mouvement léger mais définitif. Alexandre ne sourit pas. Ce n'était pas un moment de bonheur, c'était un contrat de guerre. Il se tourna vers le prêtre, un homme âgé qui regardait la scène la bouche ouverte, agrippé à sa Bible comme à un bouclier. « Mon père, continuez, » dit Alexandre. Sa voix ne fut pas un murmure cette fois. Elle résonna dans les voûtes de l'église, claire, puissante, autoritaire, mais, Monsieur Delacroix, c'est irrégulier. Les documents. Le marié est Étienne, balbutia le curé, cherchant une issue du regard. Le marié, c'est moi, l'interrompit Alexandre en faisant un pas vers le prêtre. Son ton baissa de volume, mais gagna en menace. Et les documents seront arrangés avec une donation très généreuse pour la réparation du toit de cette église, qui, à ce que je vois, tombe en ruine. Avons-nous un accord, ou préférez-vous que j'appelle l'évêque immédiatement ? Le prêtre déglutit bruyamment. Il connaissait le pouvoir du nom Delacroix. Avec des mains tremblantes, il ouvrit le livre à la page marquée. C'est une farce, le cri vint du premier rang. Madame Bernadette avait retrouvé la parole. Elle avança vers l'autel, l'index levé, tremblant d'indignation. « Vous ne pouvez pas faire ça. Cette femme était fiancée à mon fils. C'est une croqueuse de diamants. Alexandre, vous ne savez pas à qui vous avez affaire ? C'est une... » Alexandre se tourna lentement. Il n'eut pas besoin de crier. Il la regarda simplement. Ce fut un regard chargé de tant de mépris et d'avertissement que Bernadette resta muette, comme si on lui avait coupé les cordes vocales. « Madame Bernadette, » dit Alexandre d'un calme terrifiant, « votre fils a fui. Le contrat social est rompu. Et je vous suggère de mesurer très attentivement votre prochain mot, car il se trouve que je suis le propriétaire de la dette hypothécaire de votre maison, de votre voiture et de la ligne de crédit qui maintient à flot la médiocre entreprise de votre famille. Si vous ruinez ce moment, demain vous vivrez sous un pont. Asseyez-vous. » Un soupir collectif parcourut l'église. La menace fut si brutale et publique que personne n'osa respirer. Madame Bernadette devint blanche comme un linge. Ses jambes lâchèrent et elle tomba sur le banc, vaincue, humiliée devant la même audience devant laquelle elle voulait briller. Alexandre reporta son attention sur Valérie, la prenant par la main. Sa prise était forte, rude, possessive. Ce n'était pas la main douce et moite d'Étienne. C'était la main d'un homme qui bâtissait des empires et détruisait des ennemis. La chaleur de sa peau brûlait la sienne. « Procédez », ordonna Alexandre au curé. La cérémonie fut surréaliste. Valérie avait l'impression de flotter hors de son corps, voyant une étrangère en robe de mariée épouser un inconnu incroyablement beau et dangereux. Le prêtre sauta le sermon et alla droit au vœu, sentant l'urgence dans l'air. « Alexandre Delacroix, acceptez-vous Valérie pour votre légitime épouse, pour l'aimer et la respecter ?»
Alexandre ne quitta pas les yeux larmoyants de Valérie. « J'accepte, dit-il. Il ne promit pas de l'aimer. Son ton sonna comme s'il disait « J'accepte le défi, Valérie. » Le curé se tourna vers elle. Elle regarda la bague de fiançailles à son doigt, la bague bon marché qu'Étienne lui avait donnée. Puis elle regarda Alexandre. Dans ses yeux bleus, elle vit un abîme, mais elle y vit aussi un refuge, une forteresse inexpugnable où les moqueries de Bernadette ne pouvaient l'atteindre. « J'accepte, » murmura-t-elle. Sa voix sortit plus ferme qu'elle ne s'y attendait. « Pouvez-vous embrasser la mariée ?» Le moment de vérité. Valérie se tendit. Elle s'attendait à un baiser chaste, rapide, inconfortable. Mais Alexandre ne faisait rien à moitié. Il la prit par la taille d'une main ferme, l'attirant vers son corps jusqu'à ce que leur poitrine se heurte à son torse dur. De l'autre main, il lui coupa la nuque, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux blonds, la forçant à incliner la tête en arrière. Il l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser romantique, ce fut un baiser de marquage. Ses lèvres étaient exigeantes, expertes, dévorant les siennes avec une intensité qui la laissa sans souffle. Valérie sentit ses jambes lui manquer. Elle s'accrochait au revers de son costume noir pour ne pas tomber. Pendant une seconde, elle oublia Étienne, elle oublia l'église, elle oublia son nom. Seuls existaient le goût d'Alexandre, la force de son corps et la promesse silencieuse que sa vie venait de changer pour toujours. Quand ils se séparèrent, elle haletait, les lèvres gonflées et rouges. Il la regarda et, pour une microseconde, le masque de froideur tomba et il y eut un éclair de quelque chose de plus. Désir, curiosité, mais cela disparut aussi vite qu'il était apparu. Alexandre se tourna vers la congrégation stupéfaite, entrelaçant ses doigts avec ceux de Valérie et levant leurs mains jointes en un geste de victoire. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il d'une voix de baryton, la fête est terminée pour vous. Ma femme et moi avons des choses plus importantes à faire. » Sans attendre de félicitations, il la tira vers l'allée centrale. Valérie dut accélérer le pas pour suivre ses longues enjambées. Ils marchèrent parmi les invités qui les regardaient avec un mélange d'envie, de terreur et d'étonnement. En passant devant Madame Bernadette, Valérie ne baissa pas la tête. Elle la regarda dans les yeux et, pour la première fois de sa vie, vit la peur dans le regard de la vieille harpie. Ils sortirent de l'église vers la lumière aveuglante du soleil de l'après-midi. Une limousine noire blindée, élégante et immense, attendait déjà au pied de l'escalier avec un chauffeur qui ouvrait la porte arrière. Alexandre la poussa pratiquement à l'intérieur du véhicule, la protégeant des regards curieux des passants. Il entra derrière elle et la porte se referma, les isolant du monde dans une bulle de cuir, de silence et de climatisation. La voiture démarra doucement. Valérie se laissa tomber contre le dossier, le cœur battant à 1000 à l'heure, attendant qu'il dise quelque chose, qu'il explique, qu'il la console, qu'il lui dise que tout irait bien. Alexandre desserra le col de sa chemise, soupira de fatigue et sortit son téléphone portable de sa poche. Sa posture se détendit, mais la froideur revint avec plus de force. Il ne la regarda même pas quand il parla. « Essuie tes larmes, Valérie. Il n'y a plus de public. Le spectacle est terminé. »« Le spectacle ?» demanda-t-elle, confuse, sentant un nouveau type de froid parcourir son corps. « Exactement. » Alexandre tapa quelque chose sur son portable sans lever les yeux. « Tu avais besoin de sauver ton honneur. J'avais besoin d'une femme de toute urgence pour conclure un accord avec des investisseurs japonais traditionnels demain matin. Ils exigent un homme de famille, et mon célibat était un problème. Maintenant, nous avons tous les deux ce que nous voulons. C'est une affaire. » Valérie sentit comme si elle avait reçu une gifle. « Une affaire ?» répéta-t-elle incrédule. « Tu m'as sauvé pour une affaire ? Je t'ai sauvé parce que tu m'étais utile, » dit-il en se tournant enfin pour la regarder. Ses yeux bleus étaient de la glace pure. « Maintenant, ne te méprends pas. Je ne suis pas ton prince charmant. Je suis ton patron et tu viens de signer le contrat le plus cher de ta vie. Bienvenue dans mon monde. » Le silence dans la limousine devint plus dense que l'air vicié de l'église. Le bourdonnement doux du moteur et l'isolation acoustique de l'extérieur créaient une bulle d'irréalité. Valérie regardait par la fenêtre polarisée, tandis que la ville qu'elle connaissait, avec ses rues bruyantes et ses boutiques modestes, s'estompait rapidement pour laisser place aux larges avenues arborées des quartiers les plus exclusifs de Paris. Chaque kilomètre qu'ils avançaient était un pas de plus loin de sa vie antérieure, de son père honteux, des dettes et de la trahison d'Étienne. « Une affaire », répéta-t-elle, ayant un goût de cendre dans sa bouche. Elle se tourna vers Alexandre, qui restait concentré sur l'écran de son téléphone, ignorant sa présence comme si elle faisait partie de la tapisserie de cuir. « Alors c'est ce que je suis pour toi, une acquisition, comme une entreprise en faillite que tu as achetée à bas prix. » Alexandre bloqua son téléphone d'un mouvement sec du pouce et la regarda. Ses yeux bleus parcoururent la robe de mariée, s'arrêtant sur la dentelle que sa grand-mère avait cousue avec tant d'amour et qui maintenant, sous la lumière froide de la limousine, semblait pathétique et déplacée. « Ne te sous-estime pas, Valérie.
Les entreprises en faillite ont souvent des actifs précieux qui n'attendent qu'une bonne gestion, dit-il d'un ton clinique dénué d'émotion. Et oui, tu es une acquisition, mais je te suggère de changer de perspective. Il y a 10 minutes, tu étais une victime, la pauvre fille abandonnée à l'hôtel dont tout le monde allait rire pendant des années. Maintenant, tu es la femme d'Alexandre Delacroix. Personne ne se moque de ma femme. Je t'ai donné du respect, de la protection et un statut que cet incapable d'Étienne n'aurait jamais pu t'offrir en 10 vies. Je n'ai rien demandé de tout cela, répliqua-t-elle, sentant que la rage lui brûlait les joues. J'aurais pu sortir seul de cette église. Alexandre laissa échapper un rire bref, un son rauque et sans humour. Seul, il se pencha vers elle, envahissant à nouveau son espace, la forçant à reculer contre la porte. Tu en sortirais anéanti. Ta famille doit des mois de loyer. Ton père est sur le point de perdre son petit atelier mécanique. Étienne a pris les économies de ta grand-mère, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de me le dire. Je le vois sur ton visage. Sans moi, aujourd'hui tu dormirais en pleurant sur des factures impayées. Avec moi, tu dormiras dans des draps de soie égyptienne. C'est un échange équitable. J'obtiens l'image de stabilité pour mes partenaires japonais et tu obtiens la sécurité financière. Valérie resta glacée. Comment savait-il tout cela? La profondeur de sa connaissance de sa misère la fit se sentir nue, vulnérable. Il n'était pas apparu par hasard, il l'avait enquêté, il l'avait choisi comme on choisit un cheval de course. « Et que dois-je faire » demanda-t-elle, la voix à peine audible, se rendant à la logique écrasante de sa situation. Simple. Alexandre se recoucha, croisant les jambes. Être parfaite. Sourire sur les photos, m'accompagner au dîner de charité, faire semblant de m'adorer et le plus important, jamais, sous aucune circonstance, me poser de questions sur ma vie privée, mes horaires ou mon passé. Dans cette maison, je suis la loi. Je ne veux pas de drame, pas de scène de jalousie et pas de larmes. Compris? Valérie hocha lentement la tête, sentant l'étau autour de son cou. Elle avait échappé à l'humiliation publique pour entrer dans une prison privée. La limousine ralentit et tourna vers une entrée monumentale. D'énormes grilles en fer forgé noir couronnées de pointes dorées s'ouvrirent lentement. Des gardes de sécurité armés flanquaient l'entrée, acquiesçant avec respect en voyant le véhicule. Ils entrèrent dans une propriété qui ressemblait plus à une forteresse qu'à une demeure. Les jardins étaient taillés avec une précision chirurgicale. Il n'y avait pas une feuille de travers, pas une fleur fanée. Tout était parfait, contrôlé et froid. Au fond s'élevait la demeure, une structure imposante d'architecture moderne avec de grandes baies vitrées en verre, béton et acier. Cela ne ressemblait pas à une maison où vivait une famille, cela ressemblait à un musée ou au siège d'une multinationale. La voiture s'arrêta devant la porte principale en bois massif. Le chauffeur ouvrit la porte et Alexandre descendit le premier, ajustant sa veste. Il ne lui tendit pas la main pour l'aider à descendre. Valérie dut lutter avec la traîne de sa robe pour sortir du véhicule, se sentant maladroite et petite face à la grandeur du bâtiment. À l'entrée, une gouvernante à l'air sévère, vêtue d'un uniforme gris impeccable, les attendait, les mains croisées. « Bienvenue chez vous, monsieur Delacroix », dit la femme, sans montrer la moindre surprise en voyant Valérie en robe de mariée. « Merci, Marie. Voici Valérie, ma femme », annonça Alexandre avec le même naturel qu'il aurait présenté un nouveau meuble. « Prépare la chambre bleue pour elle et débarrasse-toi de cette robe. Je veux qu'elle ait une garde-robe complète demain, à la hauteur de sa nouvelle position. Appelle les stylistes. »« Oui, monsieur. » Alexandre se tourna vers Valérie, la regardant une dernière fois avant d'entrer. « Bienvenue dans ta nouvelle vie, Valérie. Essaye de ne rien casser. J'ai du travail. » Sans rien dire de plus, il entra dans la maison, ses pas résonnant sur le marbre poli, la laissant là, debout sur le seuil, sentant le vent froid du soir s'engouffrer à travers la dentelle de sa robe, réalisant que, bien qu'entourée de millions, elle ne s'était jamais sentie plus pauvre de toute sa vie. L'intérieur de la demeure était encore plus intimidant que l'extérieur. Tout était blanc, gris et noir. Des meubles design italiens qui semblaient inconfortables à utiliser, des sculptures abstraites en métal froid, et des plafonds à double hauteur qui faisaient que tout son se perdait dans l'écho. Il n'y avait pas de photos de famille, pas de chaleur, pas de trace qu'un être humain avec des sentiments y vivait. C'était un mausolée de luxe. Marie, la gouvernante, guida Valérie par un escalier flottant en verre vers le premier étage. La femme ne parlait pas, et ses talons en caoutchouc ne faisaient pas de bruit, ce qui augmentait la sensation fantomatique du lieu. « Ce sera votre chambre, madame », dit Marie en ouvrant une double porte au bout du couloir. Valérie entra timidement. La chambre était plus grande que toute la maison de son père. Un lit king-size à baldaquin dominait le centre, paré de draps blancs immaculés. Il y avait un dressing immense, une salle de bain privée avec jacuzzi et un balcon donnant sur les jardins arrière. Tout était magnifique, mais impersonnel. Cela ressemblait à une suite d'hôtels 5 étoiles où personne ne reste plus d'une nuit. La chambre de monsieur Alexandre est dans l'aile
De l'autre côté du couloir, informa Marie, remarquant le regard perdu de Valérie. Il attache beaucoup d'importance à sa vie privée et à son repos. Monsieur travaille souvent très tard et n'aime pas être dérangé. Le dîner est servi à 20 h dans la salle à manger principale. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, appuyez simplement sur le bouton de l'interphone. Marie se retira, fermant la porte d'un clic doux mais définitif. Valérie resta seule. Le silence la frappa de nouveau. Elle s'approcha du miroir pleine longueur qui se trouvait dans un coin et se regarda. L'image que lui renvoyait le reflet était désolante. Le maquillage coulé par les larmes formait des sillons noirs sur ses joues pâles. La coiffure élégante s'était défaite, laissant tomber des mèches rebelles sur son visage. La robe, cette robe qui avait été le centre de ses illusions pendant des mois, lui semblait maintenant un déguisement ridicule. Avec des mains tremblantes, elle chercha la fermeture dans son dos. Elle lutta contre le tissu, sentant un désespoir croissant, un besoin viscéral de s'arracher cette seconde peau qui la liait au souvenir de la trahison d'Étienne. Quand finalement la robe tomba au sol, formant un marron de tulle et de dentelle à ses pieds, Valérie la repoussa du pied. Elle resta en sous-vêtements, se serrant dans ses bras, sentant le froid de la climatisation hérisser sa peau. Elle entra dans la douche, ouvrit le robinet d'eau chaude au maximum et resta là sous le jet brûlant, se frottant la peau jusqu'à la rendre rouge, comme si elle voulait nettoyer non seulement la sueur, mais aussi la sensation des regards de pitié dans l'église et la froideur calculatrice d'Alexandre. Elle pleura jusqu'à n'avoir plus de larmes, laissant l'eau emporter sa douleur par le drain. En sortant, enveloppée dans un peignoir en éponge douce qu'elle trouva dans la salle de bain, elle se sentit vide, mais un peu plus humaine. Elle se pencha au balcon. La nuit était tombée. En bas, les lumières du jardin éclairaient la piscine à débordement. Et au-delà, dans l'aile opposée de la maison, elle vit une lumière allumée. À travers la fenêtre, elle put distinguer la silhouette d'Alexandre. Il était assis devant un immense bureau, entouré d'écrans et de papiers. Il avait enlevé sa veste et sa cravate et avait les manches de sa chemise retroussées. Il ne ressemblait pas au magnat arrogant à ce moment-là. Il se passait une main sur le visage avec un geste d'épuisement profond, presque douloureux. Il buvait quelque chose dans un verre bas, probablement du whisky, et regardait un document avec une intensité obsessionnelle. Valérie sentit d'étranges élancements. Curiosité, être. Cet homme avait le monde à ses pieds, mais il passait sa nuit de noces enfermée à travailler, complètement seul. Elle se rappela son avertissement. « Ne me pose pas de questions sur ma vie privée. Qu'est-ce que diable Alexandre Delacroix cachait derrière ce mur d'argent et d'arrogance ?» L'horloge sonna 20 h. Valérie, sentant le vide dans son estomac, n'avait rien mangé de la journée à cause des nerfs du mariage. Elle descendit à la salle à manger. La table était très longue, en bois foncé, dressée pour 12 personnes, mais il n'y avait que 2 couverts, un à chaque bout, séparés par des mètres de distance. Alexandre était déjà là. Il ne se leva pas quand elle entra. Il ne leva même pas les yeux de sa tablette électronique. « Assieds-toi », dit-il, désignant la place opposée sans la regarder. Le dîner fut une torture silencieuse. Le personnel servait des plats exquis que Valérie pouvait à peine goûter. Le son des couverts contre la porcelaine était le seul bruit dans la pièce. Alexandre mangeait machinalement, vérifiant ses emails, répondant à de brefs appels en anglais et en japonais d'un ton dur et professionnel. Elle n'existait pas pour lui. « Alexandre !» tenta-t-elle, rompant le silence. Elle avait besoin de savoir quelque chose, n'importe quoi. Elle avait besoin de valider sa propre existence dans cette maison. Il leva lentement les yeux avec une expression d'agacement contenu. « Oui, je voulais te remercier. Je sais que c'est une affaire, comme tu l'as dit, mais ce que tu as fait à l'église, affronter Bernadette. Personne n'avait jamais fait quelque chose comme ça pour moi avant. » Alexandre laissa les couverts sur la table et prit une gorgée de vin. Il la regarda fixement et, pour un moment, Valérie crut voir une ombre de quelque chose d'ancien et de sombre dans ses yeux. « Ne te méprends pas, Valérie. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je déteste les brutes. Et Bernadette est une brute de bas étage. » Sa voix se durcit. « Et concernant notre situation actuelle, n'attends pas de romance. N'attends pas que je partage mon lit avec toi. Tu as ta chambre, j'ai la mienne. Demain, les avocats viendront avec le contrat de mariage et les clauses de confidentialité. Lis-le attentivement. Et si je refuse de signer, demanda-t-elle, un éclair de son orgueil blessé ressurgissant. Tu ne le feras pas, parce que l'alternative est de retourner dans la rue avec les dettes de ton père et la honte. Et tu es une survivante, Valérie. Je l'ai vu dans tes yeux à l'hôtel. Tu as peur, mais tu n'es pas stupide. » Il se leva abruptement, jetant la serviette sur la table. « Bonne nuit. J'ai une conférence avec Tokyo dans 10 minutes. Ne m'attends pas éveillé. En fait, ne m'attends jamais. » Alexandre sortit de la salle à manger, la laissant seule devant un plat de nourriture froide et une coupe de vin intacte. Valérie resta assise,
fixant la chaise vide. Elle sentit un mélange de soulagement parce qu'il n'avait pas tenté de consommer le mariage de force, mais aussi une profonde humiliation. « Ne m'attends jamais ». Elle monta dans sa chambre, se mit dans le lit immense et éteignit la lumière. Dans l'obscurité, serrant un oreiller étrange qui sentait le parfum cher, Valérie comprit la réalité de son destin. Elle s'était mariée à l'homme le plus puissant de la ville, un homme qui semblait tout avoir, mais qui était creux à l'intérieur. Et maintenant, elle n'était qu'un ornement de plus dans sa collection, piégée dans une nuit de noces sans baiser, sans amour et sans espoir. Mais en fermant les yeux, une promesse silencieuse se forma dans son esprit. « Je survivrai à cela et un jour, Alexandre Delacroix, tu me verras vraiment. » 3 jours passèrent. 3 jours d'un silence sépulcral qui pesait plus que les cris. Valérie se déplaçait dans la demeure comme un fantôme à ses propres funérailles. Elle avait une garde-robe pleine de vêtements de créateurs qu'Alexandre avait ordonné d'acheter. Des robes de soie, des chaussures à semelles rouges, des bijoux discrets mais très chers. Pourtant, elle se sentait déguisée. Chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, elle ne voyait pas Madame Delacroix. Elle voyait la fille stupide qui s'était laissée tromper par un joli sourire et des promesses vides. Alexandre tenait sa parole. Elle le voyait à peine. Il partait avant qu'elle ne se réveille et revenait quand elle était déjà enfermée dans sa chambre. La solitude était absolue, seulement interrompue par les bonjours, Madame Mécanique du personnel de service. Mais cet après-midi-là, l'ennui et le désespoir la poussèrent à sortir de sa chambre. Elle avait besoin d'un livre, de distraire son esprit, de quelque chose. Elle descendit au rez-de-chaussée, se dirigeant vers le bureau d'Alexandre avec l'intention de chercher la bibliothèque. En s'approchant du couloir de l'aile, elle entendit des voix. La porte en acajou massif du bureau était entrouverte de quelques centimètres à peine. Ce n'était pas la voix d'Alexandre parlant en japonais ou en anglais d'affaires. C'était sa voix en français, crue, chargée d'une colère qui faisait vibrer l'air, et il hurlait. « Ne me sors pas d'excuses, bidon, Bernadette !» tonitruait la voix d'Alexandre. Valérie se figea net. Ses pieds se clouèrent sur le tapis perçant. « Bernadette !» Il parlait à son ex-belle-mère. Le cœur de Valérie commença à battre dans sa gorge. Elle s'approcha furtivement, retenant sa respiration, collant son oreille à la fente de la porte. « Écoute-moi bien, vieille harpie », continua Alexandre. Et on entendit le coup d'un poing sur le bureau. « Je me fiche pas mal de l'endroit où ton fils se cache. Ce qui m'importe, c'est le détournement de fonds. Je sais parfaitement qu'Étienne n'a pas fui uniquement par peur de l'engagement. Il a vidé les comptes, emporté jusqu'au dernier centime des économies de la grand-mère de Valérie. 50 ans de travail d'une femme âgée volée pour financer sa fuite sur la côte d'Azur. Valérie sentit que le monde s'inclinait. Elle porta une main à sa bouche pour étouffer un cri. Les économies de la grand-mère, l'argent de l'opération de la cataracte. Étienne lui avait dit que la banque avait bloqué le compte par erreur, que tout se réglerait après la lune de miel. Tout n'avait été que mensonge. Non seulement il l'avait laissé en plan, il avait pillé sa famille, les laissant totalement ruinés. « Cet argent réapparaîtra », disait Alexandre d'une voix létale. « Parce que si ce n'est pas le cas, Bernadette, je te jure que j'exécuterai les garanties de ta maison dès demain. Et non, ton nom de famille ou ton statut social de pacotille ne m'intéresse pas. Pour moi, toi et ton fils êtes des délinquants de droit commun. » Valérie ne put en entendre plus. La rage chaude et liquide inonda ses veines, effaçant la peur, effaçant la prudence. Elle poussa la porte des 2 mains, l'ouvrant d'un coup. Le bois claqua contre le mur avec fracas. Alexandre, qui était debout derrière son immense bureau en verre, le téléphone collé à l'oreille et la cravate dénouée, se retourna surpris. En voyant le visage défait de Valérie, son expression se tendit. Il raccrocha sans prendre congé et le jeta sur la table. « Puis-je savoir ce que tu fais à espionner ?» demanda-t-il, retrouvant son masque de froideur à l'instant même. Mais Valérie ne s'intimida pas, elle marcha vers lui, tremblante de pure indignation. « Tu le savais ?» demanda sa voix se brisant. « Tu savais qu'Étienne avait volé ma grand-mère et tu ne m'as rien dit ?» Alexandre soupira, se passant une main dans les cheveux. Il ne nia rien, il ne s'excusa pas. « Oui, je le savais. Je l'ai appris le jour même du mariage, quelques heures avant la cérémonie. Mes enquêteurs financiers ont retracé les mouvements d'Étienne. « Et tu t'es tu ?» cria-t-elle, frappant le bureau de ses mains. « Tu m'as laissé mettre la robe. Tu m'as laissé aller à l'église comme une idiote, sachant non seulement qu'il n'allait pas venir, mais qu'il nous avait laissés dans la misère. Quelle sorte de monstre es-tu ? Je suis le monstre qui t'a sauvé, répliqua-t-il, sa voix baissant à un ton dangereux. Si je te l'avais dit avant, tu aurais annulé le mariage. Bernadette s'en serait tirée en inventant une excuse pour couvrir le vol. Et toi, tu serais en train de pleurer dans un commissariat, portant plainte pour quelque chose qui n'aboutirait à rien. C'est l'argent de ma grand-mère. Valérie sentait les larmes lui brûler les yeux. Tu as des millions. Pour toi, c'est une bagatelle. Mais pour nous, c'est la vie.
Et tu es là à négocier avec cette sorcière comme si c'était un jeu d'échecs. C'est un jeu d'échecs, Valérie, dit Alexandre, contournant le bureau et s'approchant d'elle. Et grâce au fait que je me suis tue et que je t'ai épousée, j'ai maintenant l'avantage. J'ai racheté la dette d'Étienne. J'ai aussi racheté la dette de ta grand-mère pour que la banque ne lui prenne pas sa maison. Légalement, je suis maintenant le propriétaire des problèmes de tous. Je les tiens dans ma main, Bernadette, Étienne, et oui, toi aussi. Valérie recula en le regardant avec horreur. Tu ne l'as pas fait par pitié, tu ne l'as pas fait pour m'aider, tu l'as fait pour nous posséder, pour avoir le contrôle. Alexandre la regarda fixement, ses yeux bleus impassibles. Le contrôle est la seule chose qui compte dans ce monde. La pitié est pour les faibles. Étienne a eu pitié de lui-même et a fui. Je n'ai pas de pitié, j'ai des plans et tu en fais partie. Alors arrête de pleurer pour l'argent de ta grand-mère. J'ai déjà ordonné qu'il soit remis sur son compte ce matin. Le problème économique est résolu. Maintenant, comporte-toi comme ma femme et cesse d'agir comme une enfant capricieuse. Tu es pire qu'eux, murmura Valérie, sentant un dégoût profond. Étienne est un lâche, mais toi, tu es un tyran sans âme. Je t'ai acheté, je t'ai sauvé, corrigea-t-il brusquement, et un jour, tu me remercieras. Maintenant, sors de mon bureau. J'ai du travail. Valérie le regarda une dernière fois, sentant que l'air de cette pièce était devenu irrespirable. Elle se retourna et courut vers la porte. Elle ne pouvait pas rester là. Elle ne pouvait pas rester dans cette maison une minute de plus. Valérie courut dans le couloir, aveuglée par les larmes. Elle ne savait pas où elle allait. Elle savait juste qu'elle avait besoin d'air. « Tu m'as acheté ?» Les mots résonnaient dans sa tête. Sa grand-mère, sa dignité, son avenir. Tout était entre les mains de cet homme calculateur qui la voyait comme un actif de plus à son bilan. Elle arriva à l'escalier principal, descendit les marches 2 par 2, trébuchant sur ses propres pieds. « Valérie !» entendit-elle la voix d'Alexandre derrière elle, la suivant. « Ne fais pas un pas de plus vers cette porte. Tu as signé un contrat. »« Au diable ton contrat !» cria-t-elle en se retournant sur le palier de l'escalier. Mais en se retournant, le monde fit un violent tourbillon. Les lumières du lustre au-dessus de sa tête devinrent des traînées floues. Le sol sembla se lever pour la frapper. Un bourdonnement aigu remplit ses oreilles, faisant taire la voix d'Alexandre. Elle sentit une nausée soudaine et brutale lui monter de l'estomac. Ses genoux lâchèrent. La dernière chose qu'elle vit fut la silhouette d'Alexandre courant vers elle, son visage passant de la colère à la panique, avant que tout ne devienne noir. L'odeur d'antiseptique fut la première chose qui la ramena. Elle ouvrit lentement les yeux. Elle n'était pas dans sa chambre. Elle était dans une salle blanche avec des machines émettant des bips rythmiques. Une clinique privée. Elle tenta de se redresser, mais une main ferme la retint doucement par l'épaule. « Tranquille, ne bouge pas trop vite. Tu as eu une chute de tension sévère. » Valérie fit la mise au point. Un médecin en blouse blanche la regardait avec gentillesse et derrière lui, debout près de la fenêtre, les bras croisés et le visage sombre, se tenait Alexandre. Il ne portait pas sa veste et les manches de sa chemise étaient retroussées, montrant des avant-bras tendus. Il semblait ne pas avoir dormi. « Quoi ? Que s'est-il passé ?» demanda Valérie, se sentant faible. Le médecin sourit légèrement, consultant un dossier dans ses mains. « Vous vous êtes évanouie, Madame Delacroix. Le stress des derniers jours a été trop intense pour votre corps. Mais ne vous inquiétez pas, les analyses sont bonnes. Cependant, il y a une nouvelle que vous devez savoir. » Valérie sentit un nœud dans son estomac. Elle regarda Alexandre. Il ne la regardait pas elle. Il regardait le sol, la mâchoire serrée si fort qu'il semblait que ses dents allaient se briser. « Quelle nouvelle ?» murmura-t-elle. « Vous êtes enceinte, Valérie, » dit le médecin avec douceur, d'environ 6 semaines. Le silence qui suivit cette phrase fut absolu. Valérie sentit que le sang se glaçait. Enceinte, elle porta instinctivement les mains à son ventre plat. Cela ne pouvait pas être. Étienne. C'était un enfant d'Étienne. Un enfant de l'homme qu'il avait volé, humilié et abandonné. Un enfant du sang de Bernadette. « Non !» gémit-elle en se couvrant le visage de ses mains. « Ça ne peut pas être. Mon Dieu, non !» Elle commença à pleurer. Non de joie, mais de terreur pure. Qu'allait-il se passer maintenant? Alexandre la mettrait à la porte. Qui voudrait élever le fils de son ennemi? Le contrat serait rompu. Elle retournerait dans la rue, mais maintenant avec un bébé en route, lié pour toujours à la famille qui lui avait ruiné la vie. « Laissez-nous seuls !» La voix d'Alexandre coupa l'air. Elle était grave, profonde, mais étrangement dépourvue de colère. « Monsieur Delacroix, la patiente a besoin. » commença le médecin. « J'ai dit de nous laisser seuls. » Rugit Alexandre, se tournant avec une telle violence que le médecin recula effrayé et sortit de la pièce presque en courant. La porte se referma. Alexandre resta là, respirant difficilement. Valérie se recroquevilla dans le lit, attendant les cris, attendant qu'ils lui disent de ramasser ses affaires et de s'en aller. Mais Alexandre ne cria pas. Il marcha lentement vers la chaise à côté du lit et s'assit.
Il se pencha en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux et enfouissant son visage dans ses mains. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait connu à l'hôtel, il semblait vulnérable, il semblait brisé. « Un fils », murmura-t-il, sa voix étouffée. « Un fils de cette famille. Je suis désolé », pleura Valérie. « Je partirai. Tu n'as pas à supporter ça. Je partirai aujourd'hui même. »« Tais-toi », l'interrompit-il en levant la tête. Ses yeux étaient rouges, brillants, mais non de larmes, mais d'une intensité fiévreuse. « Tu n'iras nulle part et tu ne te débarrasseras pas de cet enfant. »« Mais pourquoi ?» Valérie était confuse. « C'est le fils d'Étienne. C'est le petit-fils de Bernadette. Tu les détestes. » Alexandre se leva et marcha vers la fenêtre, lui tournant le dos. Il regarda la ville nocturne. « Tu sais pourquoi j'ai racheté la dette d'Étienne? Tu sais pourquoi je déteste tant Bernadette? Ce n'est pas pour les affaires, Valérie. Ce n'a jamais été pour les affaires. » Il fit une longue pause, comme si les mots lui faisaient physiquement mal en sortant. « Il y a 5 ans, j'étais marié. Ma femme s'appelait Hélène. Elle était enceinte de 8 mois. Nous allions avoir une fille. » Sa voix se brisa, mais il continua. Un jour, elle conduisait vers notre maison de campagne. Elle descendait une route de montagne. Les freins de sa voiture lâchèrent dans un virage. Elle tomba dans un ravin de 50 mètres. Valérie retint son souffle, l'horreur la paralysant. « Elles sont mortes toutes les deux sur le coup », dit Alexandre en se retournant pour la regarder. Son visage était un masque de douleur pure. L'enquête révéla que la route était mal construite, l'asphalte de mauvaise qualité, le dévers mal conçu. L'entreprise de construction avait économisé sur les matériaux pour empocher la différence. Cette entreprise de construction était la propriété du défunt mari de Bernadette. Bernadette avait signé les documents de ce chantier. Son avidité a tué ma femme et ma fille. Valérie se couvrit la bouche. Les larmes coulaient librement sur ses joues. Maintenant, elle comprenait la froideur, l'obscurité dans ses yeux. « Alexandre, je ne savais pas. Personne ne le sait. J'ai acheté le silence des juges, tout comme eux l'avaient fait pour éviter la prison, mais j'ai juré que je les détruirais. Pas en les tuant. C'est trop facile. Je voulais leur enlever tout ce qu'ils aiment, tout ce qu'ils possèdent, tout leur héritage. » Alexandre s'approcha du lit, ses yeux fixés sur le ventre de Valérie. « Et maintenant le destin me donne ceci. » Il posa une main sur le drap, près des jambes de Valérie, mais sans la toucher. « Cet enfant porte le sang d'Étienne. C'est l'héritier biologique que Bernadette désire tant pour perpétuer sa lignée. Mais elle ne le saura jamais, et si elle le sait, elle ne le touchera jamais. » Valérie sentit un frisson. Le regard d'Alexandre avait changé. Ce n'était plus de la douleur, c'était une détermination terrifiante. « Que veux-tu dire ? Cet enfant naîtra chez moi, » déclara Alexandre avec fermeté. « Il portera mon nom. Il sera un Delacroix. Je l'élèverai comme le mien. Je lui donnerai tout le pouvoir, toute l'éducation et toute la force qu'Étienne n'a jamais eue. Et ce sera ma vengeance finale. J'élèverai le petit-fils de Bernadette pour qu'il soit tout ce qu'elle déteste. Un homme juste, fort et loyal envers moi. Je lui volerai sa descendance, tout comme elle m'a volé la mienne. » « Alexandre, c'est de la folie, » murmura Valérie, effrayée par l'intensité de son plan. « Non, Valérie, c'est la justice divine. » Il se pencha sur elle, appuyant ses mains sur les barreaux du lit, l'enfermant. « Tu as besoin de protection pour ce bébé. Étienne est un joueur compulsif et un voleur. Bernadette est une vipère qui te le prendrait pour l'élever à son image et à sa ressemblance. Avec moi, il sera en sécurité. Avec moi, il sera un roi. » Il la regarda dans les yeux, et cette fois Valérie vit autre chose que de la vengeance. Elle vit un besoin désespéré de combler le vide que la mort de sa famille avait laissé. « Reste, sois ma femme pour de vrai, non par amour mais pour lui. Faisons ce pacte. Je protège ton fils du monde et tu me donnes l'héritier qu'on m'a volé. Acceptes-tu » Valérie regarda son ventre, puis elle regarda l'homme tourmenté devant elle. Elle savait que c'était un pacte né de la douleur et de la vengeance. Mais en pensant à son fils entre les mains de Bernadette ou ayant faim avec un père fugitif, la réponse fut claire. L'instinct maternel rugit plus fort que la peur. « J'accepte », dit-elle. Et ils scellèrent le destin des trois dans cette chambre d'hôpital. Le retour à la demeure Delacroix fut radicalement différent du jour du mariage. Si cette fois-là le silence avait été un mur de glace, maintenant c'était un silence chargé d'électricité, d'un but commun. La limousine glissait sur l'autoroute nocturne sous une pluie torrentielle. Mais à l'intérieur, l'atmosphère était d'un calme tendu et protecteur. Valérie reposait sa tête contre la vitre froide, sa main toujours sur son ventre, digérant le tournant vertigineux qu'avait pris sa vie. Elle n'était plus l'épouse trophée achetée pour conclure une affaire. Elle était le réceptacle de la vengeance d'Alexandre et, étrangement, cela la faisait se sentir plus en sécurité que jamais. Alexandre ne travaillait pas, ne regardait pas son téléphone. Il était assis à ses côtés, non en face, brisant cette barrière physique qu'il avait lui-même imposée quelques jours auparavant. Son regard était fixé sur la route, mais son corps était subtilement incliné vers elle,
dans une posture de garde permanent. « Quand nous arriverons, les choses vont changer, dit-il, sa voix profonde rivalisant avec le son de la pluie. Personne en dehors de cette chambre d'hôpital ne connaîtra la vérité sur les dates. Pour le monde, cet enfant est le mien. Il a été conçu avant le mariage lors d'une romance passionnée et secrète que nous avons gardée loin de la presse. Ce sera l'histoire officielle. Les gens savent compter. Alexandre, murmura Valérie, craintive. S'il naît avant terme, alors ils diront qu'il était prématuré et loueront notre force. Coupa-t-il avec cette arrogance qui lui était si naturelle. Et si quelqu'un se permet de contester la paternité, il affrontera mon équipe légale et ma colère personnelle. Toi, préoccupe-toi seulement de te soigner. Du reste, je m'en occupe. En arrivant à la demeure, le changement fut immédiat. Alexandre n'attendit pas que le chauffeur ouvre la porte. Il sortit sous la pluie, contourna la voiture et ouvrit la porte de Valérie, lui offrant la main pour l'aider à descendre. Mais quand elle posa un pied au sol, il secoua la tête en la voyant chanceler légèrement de fatigue. Sans demander permission, il la souleva dans ses bras. Valérie laissa échapper un petit cri de surprise, s'agrippant à son cou. « Je peux marcher, Alexandre. Tu ne marcheras pas. » Le médecin a dit « Repos absolu pendant 48 heures. Et dans cette maison, mes ordres sont exécutés. » Il entra dans la demeure, la portant comme si elle ne pesait rien, franchissant le seuil principal avec une autorité qui laissa le personnel de service paralysé. Marie, la gouvernante, s'approcha rapidement, les yeux écarquillés en voyant son patron, toujours si distant et phobique du contact physique, tenant son épouse contre sa poitrine mouillée par la pluie. « Monsieur, j'appelle le médecin. Marie, réunissez tout le personnel dans le hall. » Maintenant, ordonna Alexandre sans s'arrêter, marchant vers l'escalier. 5 minutes plus tard, Valérie était assise dans un fauteuil en velours dans le salon principal, avec une couverture sur les jambes et une tasse de thé chaud qu'Alexandre lui avait mise dans les mains. Devant eux, une rangée de 15 employés, des jardiniers au chef, attendaient nerveux. Alexandre se tint devant eux, les mains dans le dos, émanant le pouvoir. « Écoutez bien, car je ne le répéterai pas. » Sa voix retentit dans les murs de marbre. « Ma femme attend un enfant, mon héritier. » Un murmure de surprise et de félicitations parcourut la rangée, mais Alexandre leva une main pour les faire taire. Cela signifie qu'à partir de cette seconde, la priorité absolue de cette maison est le bien, être de Madame Valérie et du bébé. Si elle a une envie à 3 heures du matin, le chef se lèvera. Si elle a besoin de silence, ils cesseront de respirer si nécessaire. Tout stress, tout déplaisir que ma femme subira, je le considérerai comme une attaque personnelle contre moi. Et vous savez que je ne suis pas un homme qui pardonne les attaques. C'est clair ? Oui, monsieur Delacroix, répondirent-ils à l'unisson, regardant Valérie avec un respect renouvelé et craintif. Alexandre congédia le personnel et se tourna vers Valérie. L'intensité dans ses yeux s'adoucit un peu. « Tu ne dormiras plus dans la chambre d'amis. » Valérie se tendit, serrant la tasse de thé. « Alexandre, le pacte. Tu avais dit qu'il n'y aurait pas. Je ne parle pas de mon lit, Valérie, » l'interrompit-il avec douceur. « Mais je ne te veux pas de l'autre côté du couloir. Je te veux dans la suite attenante à la mienne. Il y a une porte qui les relie. S'il t'arrive quelque chose, si tu te sens mal, si tu fais un cauchemar, je veux pouvoir t'entendre. Je veux être là en 3 secondes. » Valérie hocha la tête, sentant une chaleur étrange dans la poitrine. Ce n'était pas de l'amour, se répétait-elle mentalement, c'était de la protection, c'était de l'obsession pour le bébé. Mais pour la première fois de sa vie, quelqu'un la plaçait au centre de son univers, même si c'était pour de mauvaises raisons. Cette nuit-là, installée dans sa nouvelle chambre, plus chaleureuse, décorée dans des tons crème et or, beaucoup moins impersonnelle que la précédente, Valérie entendit la porte communicante s'ouvrir. Elle fit semblant de dormir, le cœur battant fort. Elle sentit la présence d'Alexandre à côté du lit. Il ne la toucha pas, il resta juste là, debout dans l'obscurité, veillant sur son sommeil comme un gardien silencieux. « Repose-toi, mon petit. » Elle l'entendit murmurer et sut qu'il ne lui parlait pas à elle, mais au ventre qui commençait à peine à s'arrondir. « Je te promets que personne ne te fera de mal. Pas même ton propre sang. » Les mois passèrent à toute vitesse, transformant la froide demeure en un foyer qui tournait autour de la vie qui grandissait en Valérie. La transformation d'Alexandre fut lente mais indéniable. Il restait le requin des affaires. L'homme craint qui détruisait ses concurrents d'un coup de fil, mais à la maison, l'armure commençait à montrer des fissures. Valérie était à 5 mois de grossesse. Son ventre était déjà évident, rond et proéminent. La matinée commença avec le rituel habituel. Alexandre entrant dans sa chambre avant de partir au bureau, apportant lui-même un plateau de fruits coupés et de biscuits salés, car il avait appris que c'était la seule chose qui calmait ses nausées matinales. « Tu as rendez-vous avec l'obstétricien à 11 heures, » dit-il en laissant le plateau sur la table de nuit et en s'asseyant sur le bord du lit. Il portait un costume gris impeccable,
mais sa cravate était légèrement de travers. Valérie, dans un acte réflexe devenu une habitude, tendit la main et la lui redressa. « Je sais, Marie m'y emmènera. Pas besoin d'annuler tes réunions. Je sais que tu as la fusion avec le groupe asiatique. La fusion peut attendre. Je t'y emmènerai, déclara-t-il, prenant sa main et la serrant brièvement. Aujourd'hui, c'est l'échographie structurelle. Nous allons voir son visage. Je ne manquerai cela pour tout l'argent d'Asie. » Valérie sourit. Parfois, elle avait du mal à se souvenir que cet homme n'était pas le père. Il agissait avec plus de dévotion que n'importe quel père biologique qu'elle aurait connu. Il lui lisait des livres sur l'éducation des enfants le soir. Il discutait des prénoms avec un sérieux mortel et avait fait redessiner la nurserie 3 fois parce que la lumière n'était pas adéquate. La clinique était la plus exclusive de la ville. Ils entrèrent par une porte privée pour éviter la presse. Dans la salle d'échographie, la lumière était tamisée. Alexandre resta debout près du brancard, tenant fermement la main de Valérie, tandis que le médecin faisait glisser le transducteur sur le gel froid sur son ventre. « Le voilà », dit le médecin en désignant le grand écran mural. « C'est un garçon et il est parfaitement sain. Regardez cette colonne. Le cœur bat fort. Le son du cœur remplit la pièce. Boum, 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 boum. » C'était un son rapide, vigoureux, plein de vie. Valérie regarda l'écran, émue, puis regarda Alexandre. Le magnat était pâle. Ses yeux bleus étaient vitreux, fixés sur l'image granuleuse du moniteur. Sa respiration s'était arrêtée. À ce moment-là, Valérie sut qu'Alexandre ne voyait pas le fils d'Étienne. Il voyait l'opportunité que la vie lui avait arrachée des années auparavant. Il voyait la rédemption. « Il est fort », murmura Alexandre d'une voix brisée, incapable de détourner le regard. « Regarde-le, Valérie, c'est un battant. » Il tendit une main tremblante vers l'écran, comme s'il voulait toucher le bébé à travers la vitre. Puis il baissa la main vers le ventre de Valérie et le caressa d'une tendresse infinie, presque révérencieuse. « Bonjour, champion », murmura-t-il. « C'est papa, il ne reste plus beaucoup de temps. » Valérie sentit une larme couler sur sa joue. À cet instant, le pacte cessa d'être un contrat. Le mensonge devint vérité. Alexandre était le père de cet enfant de toutes les manières qui importaient. En sortant de la clinique, la bulle de bonheur se brisa abruptement. Ils décidèrent de déjeuner dans un restaurant italien voisin, un endroit élégant avec terrasse. Alors qu'ils attendaient le dessert, une ombre se projeta sur leur table. Le parfum doux et écœurant arriva avant la voix. « Tiens, tiens, mais c'est le couple heureux de l'année. » Valérie se figea, leva les yeux et se trouva face aux yeux vipérins de Madame Bernadette. La femme avait vieilli, elle paraissait plus mince, plus amère et ses vêtements, bien que toujours de marque, semblaient des saisons passées. La pression financière d'Alexandre fonctionnait. « Bernadette », dit Alexandre sans se lever, s'essuyant la bouche avec sa serviette d'un calme exaspérant. « Je ne me souviens pas de vous avoir invité à ma table. En fait, je crois que ce restaurant a une politique stricte concernant l'admission des personnes indésirables. » Bernadette ignora l'insulte, ses yeux se plantant comme des poignards dans le ventre arrondi de Valérie. « C'est donc vrai, » dit-elle avec un sourire tordu et malicieux. « La petite sotte est enceinte. Quelle rapidité, n'est-ce pas? Bien que, en faisant les comptes, ce ventre semble très gros pour les mois qu'ils sont mariés. » Valérie sentit que le panique lui serrait la gorge. Bernadette suspectait. Si elle faisait les calculs, elle saurait que l'enfant était d'Étienne. Les enfants de la Croix grandissent vite et fort. Bernadette, ils ont une bonne génétique, quelque chose que votre famille ignore, répondit Alexandre, sa voix baissant de température jusqu'à geler l'air. Il se leva lentement, interposant son corps entre la femme et Valérie, lui bloquant la vue. « Tu ne me trompes pas, Alexandre », siffla Bernadette en baissant la voix. « Je sais que mon fils était avec elle jusqu'à la veille du mariage. Ce bâtard qu'elle porte pourrait être mon petit-fils. Et si c'est le cas, j'ai des droits. » Le rire d'Alexandre fut sombre, terrifiant, attirant les regards des convives proches. « Des droits ?» Il se pencha vers elle, intimidant, massif. « Tu as perdu tes droits le jour où tu as élevé un lâche qui abandonne les femmes à l'hôtel. Tu as perdu tes droits quand tu as essayé de voler une femme âgée. Mais je vais te dire quelque chose, et écoute-le bien parce que c'est la seule vérité que tu vas entendre. Cet enfant est le mien. Il porte mon sang parce que je l'ai réclamé. C'est un Delacroix, et si tu oses t'approcher de lui, si tu oses dire un seul mot à la presse, ou si tu regardes à nouveau ma femme avec ses yeux venimeux, je ne te laisserai pas dans la rue, Bernadette. Je te mettrai dans une cellule si sombre que tu oublieras comment le soleil est. »« Vous me menacez » balbutia-t-elle en reculant, effrayée par la férocité de son regard. « Je ne vous menace pas, je vous condamne. » Alexandre fit un pas en avant, la forçant à reculer jusqu'à se heurter à la table d'à côté. « Disparaissez maintenant, avant que je ne décide d'acheter ce restaurant, juste pour avoir le plaisir de vous jeter dehors personnellement. » Bernadette regarda autour d'elle. Les gens murmuraient. Elle se rendit compte qu'elle avait perdu. Avec un reniflement d'indignation et de peur,
Elle fit demi-tour et quitta précipitamment le lieu. Alexandre resta debout, la regardant partir, les poings serrés. Puis il respira profondément, retrouva son calme et se tourna vers Valérie. La préoccupation dans ses yeux était sincère. « Tu vas bien? Il t'a fait quelque chose? Tu as mal quelque part ?» demanda-t-il en l'examinant du regard. Valérie secoua la tête, tremblant encore d'adrénaline. « Je vais bien. Merci. Merci de toujours nous défendre. Vous êtes la seule chose qui compte, » dit-il en prenant sa main et en lui baisant les jointures. Un geste intime qu'il n'avait jamais fait en public. « Rentrons à la maison. Tu es glacé. » Mais tandis qu'il marchait vers la maison, Valérie remarqua la tension dans la mâchoire d'Alexandre. Étienne était un ver. Oui, mais un ver avec une vérité dangereuse, et avec Madame Bernadette derrière lui. Cette vérité était une bombe à retardement sur le point d'exploser. La bombe explosa à 7 heures du matin le lendemain. Valérie se réveilla au son de voix agitées dans le couloir. Alexandre n'était pas dans le lit. Il avait commencé à dormir avec elle dans le même lit des semaines auparavant, bien que seulement pour la serrer dans ses bras, respectant sa grossesse. Valérie mit une robe de chambre et sortit dans le couloir. Elle vit Marie, la gouvernante, avec une expression d'horreur, portant un plateau de café vers le bureau. « Marie, que se passe-t-il ?»« Madame, il vaut mieux que vous ne descendiez pas. Monsieur Alexandre est très agité. » Valérie ignora l'avertissement. Elle descendit les escaliers avec précaution, sentant un mauvais pressentiment dans la poitrine. En arrivant au salon principal, elle vit que l'énorme téléviseur à écran plat était allumé. À l'écran, avec une bande rouge qui disait « Exclusivité », le scandale de l'année, apparaissait le visage de Madame Bernadette. Elle était dans l'émission matinale la plus regardée du pays, mais elle ne ressemblait pas à la femme arrogante du restaurant. Elle portait des vêtements modestes, sans maquillage, et essuyait de fausses larmes avec un mouchoir. À ses côtés, Étienne regardait le sol, jouant parfaitement le rôle du père affligé et humilié. « Ils nous ont tout volé », disait Bernadette d'une voix tremblante devant les caméras. Cet homme, Alexandre Delacroix, a utilisé son pouvoir et son argent pour détruire mon fils. Il lui a pris son travail, nous a bloqués financièrement, et le plus cruel de tout, il a séduit sa fiancée innocente. Valérie est une fille douce, mais influençable. Il l'a achetée, et maintenant elle attend un enfant, mon petit-fils, le sang de mon fils, et ce magnat prétend l'enregistrer comme le sien. C'est un vol d'identité, c'est un enlèvement moral. Le présentateur, indigné, regardait la caméra. « Êtes-vous en train de dire, Madame Bernadette, que l'héritier de l'Empire de la Croix est en réalité le fils d'Étienne? » « Bien sûr qu'il l'est, » intervint Étienne en levant les yeux larmoyants. « Nous avons des preuves, des messages, des dates. Valérie était avec moi quelques jours avant cette fausse union. Je suis le père. Je demande juste justice. Je demande juste à connaître mon fils. Mais Delacroix nous a menacés de mort si nous parlons. » Valérie porta la main à sa bouche, sentant des nausées. C'était une performance magistrale. Ils avaient transformé la vérité en une arme de destruction massive. Ils avaient inversé les rôles. Maintenant, Alexandre était le puissant et abusif méchant, et eux les pauvres victimes du système. La porte du bureau s'ouvrit en grand. Alexandre sortit furieux, le téléphone collé à l'oreille. « Je me fiche pas mal de ce que disent les investisseurs japonais », criait-il. « Je ne vais pas émettre un communiqué niant mon fils. Licenciez-les. Poursuivez la chaîne en diffamation. Je veux la tête de ce présentateur sur un plateau d'argent pour midi. » Il vit Valérie debout devant la télévision et raccrocha brusquement. Son visage était pâle, tendu. « Éteins ça », ordonna-t-il à l'un des employés qui courut chercher la télécommande. « Je l'ai vu, Alexandre », dit Valérie d'une voix tremblante. « Ils racontent tout. Ils mentent sur toi, mais ils disent la vérité sur le bébé. » Alexandre s'approcha d'elle et la prit par les épaules. « Écoute-moi, la vérité n'est pas la biologie. La vérité, c'est qui était là. La vérité, c'est qui t'a soigné. Mais le monde ne le voit pas ainsi. » Valérie désigna la fenêtre. Dehors, au-delà des grilles de la demeure, on voyait une foule. Des journalistes, des fourgons de télévision, des photographes. Ils avaient encerclé la maison comme des vautours attendant la charogne. Le téléphone fixe de la maison ne cessait de sonner. Le portable d'Alexandre vibrait incessamment. « Les actions de la compagnie ont chuté de 15% en la dernière heure », dit Alexandre, admettant pour la première fois la gravité de l'affaire. Les partenaires japonais ont mis la fusion en pause. Ils disent qu'ils ne peuvent pas s'associer avec quelqu'un impliqué dans un scandale de paternité. C'est une question d'honneur pour eux. Valérie sentit que le monde s'écroulait sur elle. « Tu perds ton entreprise à cause de moi, à cause de mon passé. » « Non. » Alexandre la regarda fixement, ses yeux bleus brûlants. « Je perds de l'argent. L'argent se récupère, pas la famille. » À ce moment-là, le chef de la sécurité entra dans le salon, le visage grave. « Monsieur Delacroix, une ordonnance du tribunal est arrivée. » Quoi? Alexandre se libéra de Valérie
et marcha vers l'homme. Un juge aux affaires familiales a accepté la plainte d'Étienne. Ils exigent un test ADN immédiat avant la naissance, alléguant un risque de fuite ou d'altération de l'identité du mineur. Et il y a autre chose. Parlez, aboya Alexandre. Le conseil d'administration de votre propre entreprise est réuni en urgence. Ils vous ont donné un ultimatum. Soit vous publiez un communiqué public clarifiant que l'enfant n'est pas le vôtre et divorcé de Madame Valérie pour nettoyer votre image, soit ils vous destituent de votre poste de PDG des entreprises Delacroix cet après-midi même. Ils allèguent une conduite immorale qui nuit à la marque. Le silence qui tomba dans le salon fut sépulcral. Valérie regarda Alexandre. Il avait construit cette entreprise à partir de rien. C'était sa vie, sa fierté, son héritage. Et maintenant, on lui demandait de choisir son empire ou elle et le bébé. Bernadette avait joué sa carte maîtresse. Elle ne cherchait pas seulement de l'argent, elle cherchait la destruction totale d'Alexandre. Elle voulait le voir à genoux. Valérie s'approcha de lui, les larmes aux yeux. « Alexandre, tu ne peux pas perdre ton entreprise. C'est ta vie. Tu es ma vie, » répondit-il sans hésiter, bien que sa voix semblât fatiguée. « Non, écoute-moi. Si on te destitue, tu n'auras pas le pouvoir de nous protéger. Bernadette gagnera. Étienne gagnera. Tu dois faire ce qu'il demande. »« Tu me demandes de te nier ?» demanda Alexandre, incrédule et blessé. « Que je dise que mon fils est un bâtard ? Je te demande d'être intelligent. C'est moi. Si tu perds le pouvoir, ils nous détruiront tous les trois. » Alexandre la regarda longuement. Le conflit interne dans son regard était dévastateur. Il était acculé. D'un côté, son honneur et son amour pour elle. De l'autre, le pouvoir nécessaire pour les protéger. « Prépare la voiture », dit Alexandre au chef de la sécurité, sa voix devenant froide, métallique. « Nous irons à la conférence de presse. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Valérie, effrayée par le changement de son ton. « Je vais en finir avec ça, à ma manière. Habille-toi, Valérie. Tu viens avec moi. Je ne te laisserai pas ici seule pendant que les loups hurlent dehors. » Valérie monta se changer, le cœur brisé. Elle ne savait pas ce qu'Alexandre allait dire. Allait-il la répudier pour sauver l'entreprise ou allait-il s'immoler publiquement? De toute façon, Madame Bernadette avait réussi ce qui semblait impossible, briser la forteresse impénétrable des Delacroix. Le piège s'était refermé. La salle de conférence de l'hôtel impérial était bondée. L'air était lourd, chaud et sentait la sueur, et l'électricité statique de centaines de caméras prêtes à déclencher. Les journalistes se poussaient les uns les autres, impatients de capturer la chute du titan. La nouvelle qu'Alexandre Delacroix, le magnat intouchable, était sur le point de perdre son empire à cause d'un scandale de mœurs et de vol de paternité, était le parfait aliment pour les vautours médiatiques. Dans la salle d'attente privée, derrière la scène, le silence était assourdissant. Alexandre ajustait les boutons de manchette de sa chemise avec des mouvements lents et mécaniques. Son visage était pâle, mais ses yeux bleus brûlaient d'une détermination suicidaire. « C'est décidé », dit-il sans regarder les avocats qui suaient nerveux autour de lui. « Je vais démissionner. Je remettrai le contrôle de l'entreprise au conseil. En échange, ils publieront un communiqué protégeant Valérie et l'enfant de toute attaque légale future. Je me retire de la vie publique. Monsieur Delacroix, c'est de la folie, balbutia son conseiller juridique. Vous abandonnez le travail de votre vie. Bernadette gagnera. Elle voulait vous voir détruit et c'est exactement ce qu'elle cherche. Bernadette veut mon argent et mon humiliation. Elle aura mon poste, mais elle n'aura pas ma famille. Si je reste PDG, le scandale détruira l'entreprise et les actions ne vaudront rien. Si je démissionne, je sauve le patrimoine pour mon fils et je protège ma femme. C'est le seul mouvement possible. Valérie, assise sur un canapé en cuir dans le coin, les mains sur son ventre de 8 mois, écoutait le cœur brisé. Elle portait une robe bleu marine, simple, élégante, mais sobre. Alexandre était prêt à s'immoler pour elle. Il allait laisser le monde croire qu'il était un méchant repenti ou un homme vaincu, juste pour qu'elle puisse vivre en paix. « Alexandre, non » murmura-t-elle, tentant de se lever avec difficulté. Il s'approcha immédiatement, s'agenouillant devant elle, ignorant les avocats. « Chut, ne dis rien, c'est déjà fait. Quand je sortirai, je veux que tu restes ici. Je ne veux pas que tu vois comment il me dévore. Dès que j'aurai terminé, nous irons à la maison du lac. Loin de tout, nous recommencerons à zéro. » Il lui baisa le front avec une tendresse qui contrastait avec le chaos qui les attendait dehors. Puis il se leva, boutonna sa veste et fit un signe de tête au chef de la sécurité. « Allons-y. » Alexandre sortit sur la scène. L'explosion des flashs fut aveuglante, comme une tempête d'éclairs blancs. Le bruit des obturateurs sonna comme des mitraillettes. Les journalistes commencèrent à crier des questions avant même qu'ils n'atteignent le pupitre. « Monsieur Delacroix, est-il vrai que vous avez volé le fils de votre employé? Alexandre va-t-il démissionner? Une déclaration pour la famille d'Étienne. » Alexandre leva une main.
et le silence se fit peu à peu, lourd de tension. Il s'agrippa fortement au bord du pupitre, regardant la foule avec ce regard d'aigle qui terrifiait jadis ses concurrents. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent, de la résignation. « Bonsoir », commença-t-il d'une voix grave qui résonna dans les haut-parleurs. « J'ai convoqué cette conférence de presse pour aborder les accusations récentes et pour annoncer une décision irrévocable concernant l'avenir des entreprises de la Croix. » Il fit une pause, déglutissant. Cela lui faisait mal. Valérie, qui avait désobéi à son ordre et s'était glissée derrière les rideaux latéraux, pouvait voir sa main droite trembler légèrement. Pendant des années, j'ai privilégié le succès et le pouvoir par-dessus tout. Alexandre s'écarta du script corporatif, mais récemment, mes priorités ont changé. Les accusations portées par Madame Bernadette et son fils Étienne ont créé un climat d'instabilité que mon entreprise ne mérite pas. Pour le bien de mes employés, de mes partenaires et surtout pour le bien de ma femme et de l'enfant que nous attendons, j'annonce ma démission immédiate de mon poste de PDG et président de la compagnie. Un soupir collectif parcourut la salle. Les journalistes frappaient frénétiquement sur leur clavier. C'était arrivé. Le roi abdiquait. « Je me retire », continua Alexandre, sa voix se brisant légèrement. « Et j'assume l'entière responsabilité de n'avoir. » Le cri ne vint pas des journalistes. Il vint du côté de la scène. Valérie sortit de l'ombre, marchant avec difficulté, son énorme ventre en avant, mais la tête haute. Les gardes de sécurité tentèrent de l'arrêter, mais Alexandre leur cria avec une fureur instantanée. Personne ne la touche. Valérie arriva au pupitre. Alexandre la regarda avec panique. « Valérie, rentre, s'il te plaît. C'est pour toi. Je ne vais pas te laisser faire ça, » dit-elle. Et sa voix, bien que tremblante, fut amplifiée par le microphone, atteignant des millions de foyers qui regardaient la diffusion en direct. « Je ne vais pas te laisser perdre tout ça pour un mensonge. » Elle lui retira doucement le microphone des mains. Alexandre, paralysé par la surprise et la peur qu'elle ne souffre de stress, ne s'opposa pas. Valérie se tourna vers les caméras. Les lumières l'aveuglaient, mais elle imagina qu'elle parlait seulement à Bernadette et à Étienne. « Mon nom est Valérie », dit-elle, et sa voix résonna, claire et émotive. « Et je suis la femme dont tout le monde parle. La victime, la croqueuse de diamants, la pauvre fille manipulée. » Il y eut un silence sépulcral. Personne ne s'attendait à ce que l'épouse parle. « Vous venez d'entendre mon mari renoncer à toute sa vie pour me protéger, parce que c'est ce qu'il fait, il protège. Mais ce que vous ne savez pas, ce que Madame Bernadette et son fils Étienne ont oublié de mentionner dans leur interview larmoyante de ce matin, c'est la vérité sur comment cette histoire a commencé. » Valérie prit une profonde inspiration, sentant un coup de pied du bébé, comme si lui aussi voulait crier la vérité. « Alexandre Delacroix ne m'a pas volé. Alexandre Delacroix m'a ramassé par terre quand l'homme qui prétend être le père de mon fils m'a laissé en plan devant 300 personnes. » Valérie regarda directement la caméra centrale. Étienne n'a pas fui par peur de l'engagement. Étienne a fui parce que c'est un voleur. Les murmures commencèrent à monter dans la salle. « Oui, biologiquement, ce bébé a le sang d'Étienne, » admit Valérie en touchant son ventre. « Et c'est ma plus grande honte, d'avoir aimé un homme qui a volé les économies de toute une vie de ma grand-mère, une femme âgée de 80 ans, pour aller faire la fête sur la Côte d'Azur pendant que je pleurais à l'église. » Alexandre fit un pas vers elle, tentant de la protéger, mais elle leva la main pour l'arrêter. Alexandre le savait. Il savait que j'étais enceinte d'un autre homme. Et vous savez ce qu'il a fait? Il ne m'a pas mise à la porte. Il ne m'a pas humilié. Il ne s'est pas marié avec moi. Il m'a donné un foyer. Il m'a donné de la dignité. Et il a aimé ce bébé dès le premier instant, plus que son père biologique ne l'aurait jamais pu. Étienne est revenu hier, non pas pour connaître son fils, mais pour me demander 50 000 € en échange de son silence. Il a vendu son propre fils, et quand j'ai refusé, il est allé à la télévision pour détruire le seul homme qui s'est comporté comme un vrai père. Valérie se tourna vers Alexandre, les yeux pleins de larmes. « Tu ne vas pas démissionner, mon amour. Tu ne vas pas payer pour leurs péchés. » Aujourd'hui, le silence prend fin. L'ambiance dans la salle avait radicalement changé. Ce n'était plus un cirque d'exécution. C'était un drame humain qui tenait tous les journalistes hypnotisés. La narrative du riche méchant s'écroulait face à la sincérité brutale d'une mère désespérée. « Preuve !» cria un journaliste sceptique du 3e rang. « Ce sont de très belles paroles, madame. Mais Étienne a présenté des messages. Avez-vous des preuves de ce vol ?» Valérie sourit, un sourire triste mais triomphant. Elle sortit de sous le pupitre la chemise en cuir noir qu'elle avait prise du bureau d'Alexandre ce matin-là, quand il était distrait à discuter avec les avocats. « Alexandre ne voulait pas utiliser ça, » dit Valérie en ouvrant la chemise. « Parce que, contrairement à eux, il a de la pitié. Il ne voulait pas envoyer le père de son fils en prison, mais je suis la mère et je n'ai pas de pitié pour ceux qui menacent ma famille. » Valérie sortit une liasse de documents et les brandit. « Voici les relevés bancaires. Le virement des économies de ma grand-mère sur le compte personnel d'Étienne, la veille du mariage.
les reçus d'hôtels de luxe sur la Côte d'Azur au nom d'Étienne, payés avec cet argent volé. Elle jeta les papiers sur la table du pupitre, où les caméras zoomèrent immédiatement. Et voici, continua-t-elle en sortant un autre document plus ancien et jauni, la raison pour laquelle Madame Bernadette nous déteste tant. Alexandre se tendit. Il savait ce que c'était. C'était le rapport d'accident de sa première femme. Valérie, non, murmura-t-il. Le monde doit le savoir, Alexandre, dit-elle avec fermeté. C'est le rapport d'expertise de l'accident où sont morts la première femme et la fille d'Alexandre, il y a 5 ans. L'accident a été causé par une négligence criminelle dans la construction de la route. L'entreprise de construction a falsifié les rapports de qualité de l'asphalte pour économiser des millions. La propriétaire de cette entreprise de construction est Bernadette. Un tumulte parcourut la salle. Les journalistes se levèrent. C'était une bombe nucléaire. Elle a tué sa famille par avidité, cria Valérie d'une voix brisée par les pleurs et la rage. Et maintenant, elle voulait détruire la nouvelle famille qu'il tentait de construire. Ce sont les victimes que vous défendez. À ce moment-là, les portes arrière de la salle s'ouvrirent avec violence. Ce n'étaient pas d'autres journalistes, c'étaient des agents de police en uniforme, accompagnés par un procureur. Au milieu de la foule de la presse, camouflés à l'arrière pour profiter du spectacle de la démission d'Alexandre, se trouvaient Bernadette et Étienne. Ils étaient venus voir leur ennemi tomber au premier rang. Mais maintenant, les caméras se tournèrent vers eux. Le visage de Bernadette était un masque de terreur absolue. La couleur avait abandonné son visage. Étienne tentait de s'échapper vers la sortie de secours, mais 2 agents lui barrèrent le chemin. Bernadette Lopez et Étienne Lopez, cria l'officier de commandement, sa voix s'imposant sur le chaos. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, détournement de fonds, extorsion et homicide involontaire. Le chaos fut total. Les caméras captèrent le moment exact où Étienne, pleurant comme un enfant, était menotté contre le mur. C'était elle, c'était l'idée de ma mère, riait Étienne, trahissant sa mère à la dernière seconde, confirmant sa lâcheté devant le monde entier. Bernadette, quant à elle, ne cria pas. Elle garda la tête haute pendant qu'on la menottait, regardant Valérie avec une haine si pure qu'elle glaçait le sang. Mais lorsqu'elle passa devant la scène, escortée par la police, Alexandre descendit du pupitre et se tint au bord, la regardant de haut. Bernadette s'arrêta une seconde. « Je te le prendrai », siffla-t-elle. « Ce bâtard est mon petit-fils. Cet enfant est un Delacroix », répondit Alexandre avec un calme glacial. « Et tu vas passer le reste de ta vie à le voir grandir heureux depuis une cellule de béton. Adieu, Bernadette. » On l'emmena. Les flashs ne s'arrêtaient pas. La transmission en direct montrait la méchante étant traînée hors de son propre piège. Sur la scène, l'adrénaline quitta le corps de Valérie d'un coup. Ses jambes lâchèrent. Le monde commença à tourner. « Alexandre » murmura-t-elle, sentant qu'elle s'évanouissait. Alexandre, qui ne l'avait pas quittée des yeux une seconde, la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. Il la tint fermement contre sa poitrine, enfouissant son visage dans son cou, sans se soucier que le monde entier regardait. « Je te tiens » lui dit-il à l'oreille d'une voix brisée par l'émotion. « Je te tiens, mon amour. Tu l'as fait, tu nous as sauvés. » Valérie s'agrippa à sa chemise, pleurant de soulagement. Elle n'allait pas les laisser gagner. « Nous sommes une famille. » Alexandre leva les yeux vers les journalistes, qui gardaient maintenant un silence respectueux, presque irrévérencieux devant la scène. Il ne voyait plus d'ennemis. Il voyait des témoins de sa victoire. « La conférence est terminée », dit Alexandre sans lâcher son épouse. « Maintenant, si vous nous excusez, ma femme et mon fils ont besoin de se reposer. » Il prit Valérie dans ses bras, tout comme il l'avait fait cette nuit-là sous la pluie, et sortit de la scène sous les applaudissements spontanés de certains journalistes émus. Une fois en sécurité dans le couloir arrière, loin des caméras, Alexandre la déposa délicatement, mais ne la lâcha pas. Il appuya son front contre le sien, fermant les yeux. Tous deux tremblaient. « Jamais, jamais personne n'avait fait quelque chose comme ça pour moi », murmura-t-il, et une larme solitaire roula sur sa joue dure. « Tu m'as défendu, tu as sauvé mon héritage. Tu m'as sauvé la vie, Alexandre », répondit-elle en caressant son visage. « Nous sommes quittes. » Il secoua la tête et, pour la première fois, l'embrassa. Ce ne fut pas le baiser possessif et théâtral du mariage. Ce fut un baiser lent, rempli de gratitude, de soulagement et d'un amour profond qui se laissait enfin éclore. « Je t'aime, Valérie », confessa-t-il contre ses lèvres, « et j'aime notre fils. » Valérie sourit, épuisée mais heureuse. « Et nous, toi ?» Mais la paix fut de courte durée. Valérie fit une grimace de douleur soudaine, portant la main à son bas-ventre et laissant échapper un gémissement aigu. Valérie, Alexandre s'alarma instantanément. « Que se passe-t-il » Valérie le regarda, les yeux écarquillés, sentant un liquide chaud couler le long de ses jambes, mouillant le sol du couloir. « Alexandre, je crois que ton fils veut rencontrer son papa tout de suite. J'ai perdu les os. Le magnat,
l'homme qui venait de récupérer son empire et d'envoyer ses ennemis en prison, pâlit plus que pendant toute la conférence. « Maintenant, ici maintenant !» cria-t-elle face à une forte contraction. « Médecin, la voiture !» commença à crier Alexandre, courant à nouveau dans le couloir, elle dans ses bras. La panique du jeune père effaçant toute trace de l'homme d'affaires froid. « Tiens bon, champion ! Tiens bon, Valérie !» Le son des sirènes de la police emmenant Bernadette se mêla aux cris d'Alexandre, demandant le passage pour emmener sa femme à l'hôpital. Le destin avait bouclé la boucle. Tandis que les méchants tombaient dans l'obscurité, une nouvelle vie était sur le point de voir le jour. Le chaos qui suivit dans le couloir de l'hôtel fut un flou de lumière clignotante, de cris et d'adrénaline. Alexandre Delacroix, l'homme qui contrôlait des empires financiers d'un claquement de doigts, se trouvait totalement à la merci de la nature. Dans l'ambulance, il tenait la main de Valérie avec une telle force que les nœuds de ses doigts étaient blancs. Son visage, baigné de sueur froide, reflétait une terreur ancienne, le fantôme de son passé hantant. Il avait perdu une famille dans un accident. L'idée que quelque chose tourne mal maintenant, au moment de sa victoire, le paralysait. « Respire, Alexandre. Respire, toi !» allaitait Valérie entre les contractions. Ironiquement, c'était elle qui le consolait malgré la douleur qui lui fendait les hanches. « Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas te quitter. Ne dis rien, n'y pense même pas, » répondit-il d'une voix rauque, baisant frénétiquement ses mains. « Tu vas bien, vous allez tous les deux bien. Je te jure que si l'ambulance ne va pas plus vite, j'achèterai la compagnie d'ambulanciers et je les renverrai tous. » Ils arrivèrent à l'hôpital privé, les portes s'ouvrirent et une équipe médicale, alertée préalablement par le chef de la sécurité, les attendait déjà. Alexandre courut à côté du brancard, ignorant les infirmières qui tentaient de lui demander d'attendre dehors. « Je suis le père », rugit-il avec une autorité qui n'admettait aucune discussion. « Personne ne me fait sortir de cette salle. » L'accouchement fut long et difficile. Les heures passaient et la tension dans la salle de naissance était palpable. Valérie était épuisée, ses cheveux blonds collés au front par la sueur, ses forces faiblissaient. Alexandre fut son ancre. Il lui murmurait des mots d'encouragement, lui essuyait le visage, lui soutenait le dos. Dans cette pièce aseptisée, le grand magnat se dépouilla de toute son armure. Il n'y avait ni argent, ni presse, ni ennemi. Seulement un homme et une femme luttant pour mettre la vie au monde. Encore une fois, Valérie, juste une fois de plus. « Je le vois », s'exclama le médecin, avec un cri final qui sembla déchirer l'univers. Le pleur d'un bébé rompit le silence. Un pleur fort, vigoureux, indigné. Alexandre resta immobile. Le temps s'arrêta, il vit le médecin soulever l'enfant. Une petite créature, rouge et couverte de vernix, mais qui gigotait avec une énergie furieuse. « C'est un enfant », annonça le docteur en le plaçant sur la poitrine de Valérie. Alexandre s'approcha lentement comme s'il s'approchait d'une divinité. Il regarda le bébé, ses yeux parcoururent chaque centimètre de son visage. Il chercha instinctivement des traits d'Étienne, des ombres du passé, mais il ne trouva rien de tout cela. En regardant cet enfant s'agripper aux doigts de Valérie, Alexandre ne vit pas une biologie étrangère. Il vit le miracle qui lui avait rendu son âme. Le bébé ouvrit momentanément les yeux. Ils étaient sombres, profonds. Alexandre tendit un doigt tremblant et caressa la joue douce du nouveau-né. Le bébé tourna la tête et, par réflexe, attrapa le doigt d'Alexandre avec sa main minuscule. Sa prise fut ferme, forte. À cet instant, tout doute, tout fantôme génétique, tout reste de rancœur envers l'origine de l'enfant s'évapora pour toujours. L'ADN n'importait pas, le sang n'importait pas. Cette prise était un contrat plus contraignant que tout document légal qu'Alexandre n'avait jamais signé. « Bonjour, mon fils », murmura Alexandre, et les larmes qu'il avait retenues pendant 5 ans de deuil se brisèrent enfin, coulant librement sur le drap de l'hôpital. « Bienvenue à la maison, Gabriel. » « Gabriel ?» demanda Valérie faiblement, souriant entre les larmes. « Gabriel, le messager de Dieu, celui qui apporte les bonnes nouvelles, » dit-il en baisant le front de son épouse puis la tête de son fils, « parce que c'est la meilleure nouvelle que j'ai reçue dans ma vie. » Les semaines suivantes furent un mélange de justice et de paix. Tandis que Valérie et Gabriel s'adaptaient à la vie dans la demeure, le monde extérieur brûlait, mais cette fois le feu ne les touchait pas. Les journaux détaillaient le procès rapide et brutal de Bernadette et d'Étienne. Les preuves présentées par Valérie à la conférence avaient été irréfutables. Le procureur n'eut aucune pitié. Bernadette fut condamnée à 20 ans de prison pour homicide involontaire et fraude massive. Étienne, avec son caractère faible, tenta de négocier, mais ses propres messages d'extorsion le coulèrent. Il écopa de 15 ans. Le jour où la sentence fut prononcée, Alexandre était dans son bureau, mais ne travaillait pas. Il était avec la grand-mère de Valérie, Madame Carmen. L'aîné, maintenant rétabli grâce à la chirurgie oculaire qu'Alexandre avait payée et supervisée personnellement avec les meilleurs spécialistes suisses, était assise dans le fauteuil en cuir, tenant son arrière-petit-fils Gabriel dans les bras. « Je n'aurais jamais pensé voir cela »,
dit l'aîné en caressant la tête du bébé. Je pensais mourir aveugle et pauvre, voyant ma petite fille souffrir. Vous êtes un ange, monsieur Alexandre. Alexandre, servant le thé lui-même, ayant interdit au personnel de service d'interrompre ce moment, hocha la tête. Je ne suis pas un ange, grand-mère, je suis un homme qui a eu de la chance. Valérie m'a sauvé. Non, c'est l'inverse. C'est fini, n'est-ce pas? Demanda-t-elle en se référant au Lopez. C'est fini, confirma Alexandre, en regardant par la fenêtre vers le jardin où les nouvelles balançoires étaient déjà installées. Ils n'existent plus pour nous. Leurs noms sont interdits dans cette maison. Gabriel ne les connaîtra jamais tant qu'il ne sera pas un homme et ne pourra comprendre la méchanceté du monde. Pour lui, son histoire commence ici. 2 ans plus tard, la demeure Delacroix n'était plus le mausolée froid de béton et de verre que Valérie avait connu cette fatidique nuit de noces. Maintenant, la pelouse immaculée était parsemée de jouets aux couleurs vives. Un tricycle rouge était renversé près de la fontaine de marbre. On entendait de la musique provenant de la terrasse. La maison était vivante. Valérie sortit sur la véranda en ajustant une robe d'été légère. Elle était radieuse. L'ombre de la jeune fille humiliée à l'hôtel avait complètement disparu, remplacée par une femme sûre d'elle, maîtresse d'elle-même et de son foyer. « Papa, plus haut !» Le cri de joie venait du jardin. Valérie sourit en voyant la scène. Alexandre, le redoutable requin des affaires, était en manche de chemise, les cheveux ébouriffés, poussant la balançoire où Gabriel, un enfant robuste de 2 ans aux boucles châtains et au rire contagieux, volait dans les airs. Alexandre riait aux éclats, un son qui, 2 ans auparavant, semblait impossible chez lui. « Accroche-toi bien, champion !» criait Alexandre en le poussant de nouveau. Quand il vit Valérie, Alexandre arrêta la balançoire avec douceur et prit Gabriel dans ses bras. L'enfant lui enroula le cou avec une naturelle absolue, appuyant sa tête sur son épaule. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Gabriel avait copié les gestes d'Alexandre, sa façon de froncer les sourcils quand il était concentré, sa façon de marcher. La biologie avait perdu la bataille contre l'amour. Gabriel était un Delacroix de la tête aux pieds. « Mes 2 hommes sont-ils prêts ?» demanda Valérie en descendant les escaliers. « Nous sommes nés prêts », répondit Alexandre en donnant un baiser rapide sur les lèvres de son épouse, tandis que Gabriel faisait des bruits de dégoût, provoquant le rire des deux. « La voiture attend. »« Où allons-nous » demanda Valérie. Alexandre avait été mystérieux toute la semaine. « C'est notre anniversaire, mais tu avais dit que le dîner était ici. Il y a eu un changement de plan. Fais-moi confiance. » Le voyage fut court, mais à mesure que la voiture avançait dans les rues de la ville, le cœur de Valérie commença à battre fort. Elle reconnaissait le chemin. C'était le chemin qu'elle avait parcouru il y a 2 ans et demi, le pire jour de sa vie. La limousine s'arrêta devant l'ancienne église, la même église de l'abandon. Valérie regarda Alexandre, confuse et un peu anxieuse. « Pourquoi sommes-nous ici ?»« Parce que nous devons réécrire l'histoire, » dit-il en prenant sa main et en entrelaçant leurs doigts avec fermeté. « La dernière fois que tu es entré ici, tu as fui un fantôme. Aujourd'hui, tu vas y entrer pour rester avec une réalité. » Ils descendirent de la voiture. Gabriel courait devant eux, chassant les pigeons sur le parvis. Les portes de l'église étaient ouvertes, mais cette fois, il n'y avait ni 300 invités murmurants, ni regard de pitié, ni une belle-mère venimeuse au premier rang. L'église était vide, illuminée par des centaines de bougies qui créaient une atmosphère dorée et chaleureuse. Au pied de l'autel, il n'y avait que 3 personnes. Le même prêtre âgé qui souriait nerveusement, Madame Carmen, la grand-mère assise fièrement au premier rang, et Marie, la gouvernante, qui essuyait une larme d'émotion. Alexandre guida Valérie par l'allée centrale. Le son de leurs pas n'était plus funèbre, c'était une marche de victoire. « Alexandre » murmura-t-elle, les yeux pleins de larmes. Ils arrivèrent à l'autel. Alexandre se tourna vers elle, prit ses 2 mains. Gabriel, sentant l'importance du moment, s'agrippa à la jambe de son père, regardant sa mère avec adoration. « Valérie » commença Alexandre, sa voix résonnant avec une sincérité qui fit trembler les flammes des bougies. « Il y a 2 ans, à cet endroit même, je t'ai fait une proposition. Je t'ai demandé de faire semblant. Je t'ai offert un contrat, une affaire, un salut froid. Je t'ai dit de ne pas attendre d'amour. » Alexandre fit une pause, déglutissant. Il caressa le visage d'elle avec une tendresse infinie. « J'ai été un idiot arrogant. Je ne savais pas que ce jour-là, en te sauvant, je me sauvais moi-même. Tu as rempli les couloirs vides de ma maison et de mon âme. Tu m'as donné, Gabriel. Tu m'as rendu la capacité de sentir, de respirer. » Il s'agenouilla, non comme un acte de soumission, mais de révérence absolue. Il sortit une petite boîte en velours de sa poche. En l'ouvrant, il n'y avait pas une bague de fiançailles ostentatoire aux diamants gigantesques pour impressionner la presse. Il y avait une simple alliance en or ancien avec une inscription gravée. « C'était la bague de ma mère », dit-il d'une voix brisée. « Seule une femme avec un cœur d'or pur peut la porter. Valérie, je ne veux plus faire semblant. Je ne veux plus de contrat. Je veux que tu m'épouses pour de vrai, devant Dieu,
devant notre fils et devant ta grand-mère. Je veux que tu sois ma femme, non par nécessité, mais par choix. Me ferais-tu l'honneur de m'épouser à nouveau ?» Valérie pleurait ouvertement, mais c'étaient des larmes d'une bonheur si intense qu'elle faisait mal. Elle regarda l'homme qui était passé de son bourreau à son sauveur, et de son sauveur à son compagnon d'âme. Elle regarda son fils s'agripper à lui. « Oui, » répondit-elle, s'agenouillant aussi pour être à sa hauteur et l'étreindre. « Oui, Alexandre, je te choisis toi aujourd'hui et tous les jours de ma vie. » Le prêtre, visiblement soulagé que cette fois le mariage est une fin heureuse, s'éclaircit la gorge. « Eh bien, je crois que les vœux sont déjà prononcés par le pouvoir qui m'est conféré, et cette fois, avec grand plaisir, je vous déclare mari et femme. Pour de vrai. » Alexandre se leva, soulevant Valérie avec lui. Gabriel, exigeant de l'attention, leva les bras et Alexandre le prit dans un bras, tandis que de l'autre il tenait Valérie par la taille. Ils restèrent là un moment, tous les trois étreints sur l'autel, une famille forgée dans le feu de la trahison et trempée par l'amour inconditionnel. La lumière des bougies éclairait leurs visages, effaçant pour toujours les ombres de Bernadette et d'Étienne. Alexandre se pencha vers l'oreille de Valérie. La proximité lui rappela ce moment terrible et électrisant 2 ans auparavant, mais cette fois le souffle d'Alexandre était chaud et ses intentions pures. Recréant le geste, Alexandre lui murmura, mais ces mots bouclèrent le cycle parfait de leur destin. « Merci d'avoir fait semblant que j'étais le marié ce jour-là, » murmura-t-il, effleurant ses lèvres des siennes. « Merci, car au final, faire semblant fut la seule façon de trouver ma seule vérité. Je t'aime. » Valérie sourit contre ses lèvres, fermant les yeux. « Moi aussi, mon millionnaire sauveur. » Ils s'embrassèrent, et cette fois, l'église ne garda pas le silence. Madame Carmen applaudit, Marie sanglota de joie, et le petit Gabriel laissa échapper un fou rire qui résonna jusqu'au dôme, annonçant que la solitude des Delacroix avait pris fin pour toujours. « Fine,